Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis là avec l'ami Kerr, mon bon Kerr et moi-même. Nous allons vous parler du dernier épisode de House of the Dragon, l'épisode le mieux noté sur IMDb. Est-ce que c'est à tort ou à raison? Eh bien, on va en vous parler avec Kerr. Kerr, ton avis, j'ai envie de te dire, commence. Bonjour à tous, bonjour mon cher Greg. Alors oui, cet épisode, la marque, Driftmark en VO, est en effet un épisode qui a d'excellentes notes et je comprends pourquoi. Moi, je l'ai particulièrement adoré. Je trouve que c'est le plus réussi pour l'instant de cette saison 1 de House of the Dragon. Et c'est un épisode qui m'a beaucoup étonné parce que pendant sa première partie, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de blabla. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'enjeux dont on ne comprend pas encore totalement la portée, notamment du fait qu'il y a des nouveaux personnages, et notamment les enfants, qui ne sont pas pour l'instant totalement présentés, qu'on n'arrive pas vraiment à cerner qui est qui. Enfin, c'est pas très clair, je veux dire, ça reste compréhensible, mais globalement, c'est pas non plus extrêmement fluide. On n'est pas avec des personnages dont on est aussi familier qu'on a pu l'être au Kerr, début de excuse-moi, House est-ce of que the tu peux Dragon. t'arrêter une seconde? Regarde le retour et dis-moi si tu vois une ressemblance. Et vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si vous voyez une ressemblance. Car si tu peux te mettre un peu plus loin sur ta chaise, y a-t-il une ressemblance ou pas? Je vous laisse répondre. Tu m'arrêtes pour des bêtises, t'exagères. Donc je disais début d'épisode avec voilà beaucoup de blabla, beaucoup d'enjeux qui nous échappent encore totalement, parfaitement j'ai envie de dire, et ça c'est notamment le cas lors de la veillée pour l'épouse de Daemon, euh, avec plein de choses qui m'ont marqué, et quand je rentrerai un peu plus dans le détail, bon je vais y aller là comme ça sera fait. Dans cette scène-là, on se rend compte quand même que Rhaenyra, qui vient de perdre son amant, et le père de ses enfants, n'a pas le droit au deuil, que c'est la première fois dans GOT où on a un plan avec 5 dragons en même temps, et ça, c'est pas dégueulasse. Il y a Daemon qui rigole à un moment donné sur la chute du cercueil. J'ai eu du mal à comprendre ce rire parce que, notamment, dans l'épisode précédent, on le voyait finalement euh, pas inintéressé par son épouse et par sa vie de famille. Mais surtout, ils ont coupé une scène qui a été dévoilée cette semaine. Ouais, il y a une scène qui a été coupée. Ils ont, je crois, juste dévoilé une photo où on voit, juste après la mort de la maman, Damon qui prend ses deux filles dans ses bras et la photo est magnifique. Donc en fait, Damon, j'en parlerai un peu après, ce rire me perturbe un peu. Le roi, dans cette scène, on comprend qu'il est vraiment très affaibli. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, moi c'était mon cas notamment, il a perdu un bras, il est au plus mal. Et en fait, voilà, ça parle énormément d'héritage, de succession, de mariage. Ça parle beaucoup. On sent qu'il y a une tension vive entre Rhaenyra et Alicent. Je dis pas que c'est nul, mais je dis qu'il y a beaucoup de blabla. On est dans un épisode qui est plutôt posé, qui s'emballe pas, où on commence à analyser un petit peu les personnages. Où moi je m'interroge par exemple sur Daemon parce que il est complètement à l'écart, par exemple, lors de la veillée, personne ne vient lui parler, alors que c'est quand même le veuf. C'est un personnage que, ouais, vraiment, j'ai beaucoup de mal à cerner, parce que jusqu'à ce que le roi vienne le voir, finalement, on le zappe complètement. Du coup, on réfléchit à pourquoi il en est là, pourquoi est-ce qu'il est à Pentos, pourquoi est-ce qu'il veut rester à Pentos. On sait qu'il appréciait Lena, mais alors pourquoi est-ce qu'il a tué sa femme? Enfin, quels étaient je parle pas des nains, je parle de la précédente. Quelles sont toutes les manigances? On sent aussi que je parlais de la rivalité entre Alicent et Rhaenyra qui est visible dès la veillée, mais surtout, on sent qu'il n'y a plus de lien entre Alicent et le roi. Ce que va nous contredire l'épisode un peu plus tard, d'ailleurs, quand Alicent, finalement, le roi lui refuse que le lord commandant de la garde reste avec elle, et elle le laisse avec Cole. Euh, voilà, et puis ensuite, bon, on a encore cette discussion avec les Vélarions, qui est très intéressante, hein. Mais voilà, ça parle, c'est pas plus mal. Je suis pas en train de critiquer, je veux pas que vous pensiez que je critique cet aspect-là de l'épisode, mais on est dans un truc un peu plus calme où chacun bouge ses pions,
Et bon, on a l'évolution Rhaenyra et Daemon qui se font un câlin, un bon gros câlin. Mais ça, j'ai envie de dire, on le voyait venir. Et puis on a la scène donc avec Aemon. Alors Aemon est un personnage qui est très enfin, il est très étrange. Il est déjà infiniment plus intéressant qu'Aegon avant même la fin de l'épisode. Aegon, alors, lui, est vraiment dépeint comme un moins que rien. On sent qu'Aemon, voilà, il est torturé par sa situation de ne pas avoir de dragon, de se sentir le moins que rien. Et Vagar, qui est absolument énorme, la scène où il s'approche, où il vole. D'ailleurs, je me suis fait une remarque, et peut-être que vous aussi, mais en fait, sur les dragons, on met des rois, des reines, des princes, alors que le vol en dragon, c'est tout sauf sécure. Mais vraiment, je pense que les assureurs des rois et des princesses et des princes doivent s'arracher les cheveux dès qu'ils montent sur un dragon parce que là, on voit le pauvre Aemon, il est en train de se balader dans les airs. Bon, c'est assez cocasse, mais voilà. Et en fait, cet épisode qui était plutôt peinard, la scène avec Vhagar, et ensuite, l'épisode explose. Ça explose complètement, et après, ça ne fait que s'amplifier. Et l'épisode s'emballe complètement, voilà. Et ça, c'est grâce aux enfants. La bagarre avec les enfants, Aemon qui perd son œil, qui d'ailleurs, je trouve intéressant parce que quand il y a la confrontation avec toutes les familles, on sent que euh, il y a plein de trucs, mais c'est une humiliation, par exemple, pour Corlys. Viserys est complètement dépassé par l'embrouille entre les gamins et il refuse totalement de voir la réalité. Alors, quand je dis que c'est une humiliation, c'est quand Aemon dit j'ai dit que c'était des bâtards parce que d'ailleurs, à un moment donné, quand il regarde sa mère, moi j'ai cru qu'il allait balancer sa mère. Finalement, il préfère balancer Aegon. Euh, et en fait, on est vraiment dans une scène où, entre la bagarre et les explications, tout s'emballe, mais vraiment très très vite. Et on se retrouve avec cette confrontation où Alicent réclame l'œil d'un des fils de Rhaenyra. Et là, on se dit, oh, mais Alicent, enfin là, ça devient vénère. Et ensuite, elle prend l'arme et elle blesse Rhaenyra. Et c'est là où je me suis dit, il doit y avoir une immunité de ouf pour Alicent et pour Cole, parce que Cole, il massacre un mec, peinard, il a rien. Alicent, elle blesse l'héritière du trône, et puis bien, hein, parce qu'on voit la blessure après, aucun problème. Enfin, il y a une tension qui est énorme. Et là, on pense vraiment que l'épisode a atteint son maximum. Et en fait, non. En fait, non, parce que il y a Rhaenyra qui met ce plan en place pour pouvoir épouser Daemon, tuer Lénore, en utilisant son amant. Et on découvre qu'à la fin, finalement, cet amant n'est pas mort. Enfin, vraiment, la dernière partie de l'épisode te prend complètement et te lâche plus du tout jusqu'à la fin. Enfin, c'est brillant. C'est brillant et moi, ça m'a passionné. Et il y a plein de trucs que j'ai trouvé intéressants. Je suis complètement entré du coup dans toutes les intrigues. Dès qu'il y a la bagarre entre les enfants, tout devient plus clair. Là où je disais qu'on comprenait pas forcément les enjeux avec les enfants, mais en fait, dès qu'il y a la baston et que ça règle les comptes, ça devient limpide. Comme ça devient limpide que les Vélarions vont l'avoir de travers. Enfin, il y a plein de choses que Otto, tu vois, qui fait une remarque intéressante. Et d'ailleurs, Aemon aussi, quand il parle de l'acquisition de Vagar, j'ai perdu un œil, mais j'ai gagné un dragon. C'est en fait le Vagar, si vous le voyez, enfin, il est monstrueux le dragon. En fait, c'est un avantage énorme qu'obtiennent les Hightower pour la future guerre contre probablement Daemon, Rhaenyra. Si vous le savez, ne spoilez pas dans les commentaires, merci. Et le truc, c'est que. Et le dernier élément que moi je me pose comme question, et tu y répondras. D'abord, j'aime bien, c'est que le clan des Hightower, on l'appelle les Verts. Donc voilà. Cette période où Saint-Etienne est en Ligue 2, je trouve que voir les Verts revenir aussi fort, bon, dans Goth, c'est chouette. Et le truc, c'est que j'aimerais ça. Enfin, je me demande si l'amant de Lénore ne l'a pas tué en accord avec Daemon et Rhaenyra, ou si vraiment c'est totalement caché. Et par exemple, le retour de Lénore pourrait plus tard dans la série euh, provoquer un vrai gros problème pour Rhaenyra.
et Daemon, on verra. Mais en tout cas, c'est un épisode voilà, où ça discute, ça discute, ça discute. Ça se bagarre entre gamins, et puis en fait, ça part, mais complètement en sucette, et on se termine avec un des personnages les plus importants, Lénore, qui est théoriquement mort. Deux personnages centraux qui étaient oncle et nièce et qui deviennent amants et mariés. Enfin, c'est allé très vite. Et l'épisode suivant, il y a un nouveau saut dans le temps où on va voir Aemond, pas adulte, mais presque, avec son bandeau. Et j'ai hâte de voir ça. T'en penses quoi, mon cher Greg, de cet épisode, toi? Est-ce que tu es d'accord avec tout ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a des trucs que tu veux vraiment dire que c'était vraiment, vraiment mauvais, que j'étais à côté de la plaque? Eh ben, mon cher Pierre, moi je suis plutôt d'accord avec ce que tu as dit. Bon, il y a, à part quelques éléments, tu parlais par exemple du rire de Daemon pendant l'enterrement. Moi j'avais plus eu l'impression que Daemon mettait le regard sur lui pour qu'il ne soit pas sur Rhaenyra et ses enfants. C'était une manière de Daemon, comme il s'en fout toujours de ce que les autres pensent de lui, et du coup il préférait attirer la couverture et que les gens pensent du mal de lui que Rhaenyra sente ce regard. Moi, sur Daemon, il y a un truc qui m'intrigue et qui m'intrigue de plus en plus, c'est qu'est-ce que Daemon pense. J'arrive pas à savoir ce que Daemon pense. Remarquez qu'il n'aimait jamais d'envie. Le seul moment où il a jamais parlé d'envie, c'est quand il avait parlé dans des épisodes précédents à Viserys en disant qu'il voulait l'amour de son frère, mais depuis, il n'a plus jamais répondu. Quand Viserys lui dit viens et tout, mais de quoi tu as besoin? Et il va lui dit j'ai besoin de rien. Et au final, il ne dit jamais ce qu'il veut. Quand c'est Rhaenyra qui explique tout son long plan pendant que lui était en silence, ils ont leur relation, il s'en va. Elle lui donne à la fin le plan en disant mais il faudrait qu'on soit ensemble, etc. On les voit se marier. On voit jamais Daemon dire je veux. Et de plus en plus, j'ai l'impression que ça nous cache quelque chose. Alors j'avais dit dans une vidéo précédente un peu un All the Door. Je ne sais pas si ça va être à ce point-là, mais vraiment j'ai cette impression que qu'est-ce que veut Daemon, on ne le voit pas entièrement, et donc ça ne permet pas de le comprendre. L'acteur dit que Daemon est quelqu'un qui a tendance juste à légèrement appuyer sur les choses pour les faire infléchir, et de la même manière que pour la scène donc de révélation ou juste après la bataille avec les enfants, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il va juste essayer d'être à l'endroit où il va intercepter Cole. Il va juste faire 2-3 regards, il va juste appuyer un petit peu sur la scène, mais sans la prendre à son compte, sans être la personne qui crie, sans être la personne qui même dit à son frère ce qu'il pense. Daemon est pour moi encore un mystère, et j'ai hâte que la série nous donne plus d'informations. Après, pour revenir sur ce que tu disais sur les conflits, moi, ce que je trouve très intéressant dans cet épisode, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est un setup parfait pour les futures saisons. Parce qu'on a deux clans, c'est parfaitement clair. On a les nouveaux descendants des Targaryens et les Verts. Et en fait, entre ces deux clans, on a... alors, évidemment, il y a plus que ça, hein, puisque du coup, les 4 Targaryens... Il y a même un plan qui le parler. résume. Tu sais, à la fin de la dispute, il y a un plan où on voit d'un côté tous les deux clans, en fait, les Hightower avec leur garde, donc Cole, et les Targaryens, Rhaenyra, Daemon, avec notamment le Lord Commander qui est avec Viserys. Et d'ailleurs, tu parlais de Cole et de Daemon qui l'empêche de défendre Alicent. Mais en fait, Cole, en tant que garde, mais il est bidon, quoi. Il se fait stopper par Daemon d'un bras, enfin le mec, c'est terminé, quoi. Dans le plan, on voit qu'il est arrêté par deux personnes. Faut Après, ce qui est intéressant, c'est que quand la reine lui dit viens, il dit mais moi j'ai promis de te défendre, pas d'aller mutiler des enfants. Donc Cole reste un personnage ambigu. Et d'une manière générale, tu parlais de cette scène puisque donc elle est la plus, elle cristallise beaucoup des problématiques. Et quand je disais qu'en fait, c'est les deux familles sont vraiment celles qui, les deux clans sont de plus en plus clairs. Mais ce qui est intéressant et pour ça que je trouve que c'est un setup qui est particulièrement réussi, c'est qu'en fait, c'est deux colosses au pied d'argile. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, d'un côté, on a les Hightower, extrêmement puissants.
En plus, Otto est en situation d'être la main du roi, donc c'est lui qui va avoir la main sur le conseil, etc. On a la reine qui a ses suivants. On a Larys qui est clairement qui va faire ses forces spéciales de l'ombre. On a maintenant un clan qui a 3 dragons. On a vraiment un clan d'Hightower qui est montré comme très 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 solide, très puissant. Et de l'autre côté, et aussi puissant est-il, autant on voit que très vite il y a des problèmes. Aegon a l'air d'être complètement timbré. Il y a la sœur a l'air d'être une espèce. On ne sait pas si elle est, puisqu'on est dans le monde de Goth, on ne sait pas si elle est folle aussi ou si elle va avoir des pouvoirs magiques, mais on a la sensation qu'elle est un peu dézinguée. Donc ça fait déjà 2 dragons, 2 personnes dont on ne sait pas forcément s'ils vont prendre part à un combat. Les Hightower sont riches, mais les Valérons sont riches. Donc au final, le Cole est leur chevalier le plus fort, mais en même temps, il a l'air de suivre aussi un peu ses propres valeurs. Et donc on a ce clan Hightower qui a l'air d'être très 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 présent, très très fort, mais qui en même temps a des gros défauts. Et du côté de Rhaenyra, c'est la même chose. On a l'impression d'avoir un clan qui est extrêmement posé. Rhaenyra qui se disait chevaucheur de dragons. On a du coup Daemon qui est à la fois l'aventurier, le chevalier et à la fois chevaucheur de dragons. Mais en même temps, et les Valérons derrière qui tiennent les caisses, mais en même temps, un clan au pied d'argile, de la même manière. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les Valérons, maintenant que le mari de Rhaenyra n'est plus là, est-ce que vraiment ils ont intérêt à... est-ce que vraiment tu penses, Kerr, qu'ils ont intérêt à continuer d'aider, subventionner cette alliance d'Aemon-Rhaenyra? Parce que comme le disait le père Valéron au coin du feu, il disait « Oh, tu sais, c'est le nom qui compte !» Mais là, le nom... le nom, ça commence, la descendance est de plus en plus loin. En plus, on sent, il y a 2-3 remarques de son frère. On a l'impression qu'ils sont pas tous d'accord. Et on est d'accord que la personne du coup qui est brûlée et qu'ils prennent pour Lénore, c'est le mec qui les accompagnait, le serviteur qui était juste derrière Lénore quand il arrive et qui retrouve son amant au moment où il l'attaque. Pour moi, c'est le garde. Tu C'est sais, ça. Daemon fait la prise en triangle de Jujitsu à un garde, et pour moi, c'est lui. Ah, moi je pensais que c'était celui qui accompagnait. Donc du coup, toi, ta théorie, ça veut dire que Daemon sait que Lénore n'est pas mort. Ouais. D'accord, Pour, intéressant. pour moi, Daemon le sait, et encore une fois, Daemon, il a toujours ce comportement de salaud sympa. Il a des comportements de pire salaud qu'il puisse y avoir. Il peut se marrer Oui, parce à qu'il a tué l'enterrement de sa sa femme femme, quand même avec une mais pierre. en même temps, il a des comportements de personnes très sympathiques où on a effectivement l'impression qu'il fomente le truc pour que le mari de Rhaenyra ne se fasse pas buter comme un idiot. Donc c'est vraiment un mystère pour moi ce Daemon. Et donc je disais qu'on est face à un setup qui est vraiment parfait. Là, les théories, en fait, à moins d'essayer de s'accabler, enfin, ou de s'affubler de la canne, de dire, on connaît la Game of Thrones et on sait que les Hightower sont toujours puissants et que les Valérons ne le sont plus. À, à part cette canne-là pour essayer de nous aider, il n'y a pas grand-chose. Je trouve que vraiment l'histoire et le fait de ne pas savoir où ça peut aller est particulièrement bien tissé. Et j'ai envie de dire, comme on est 200 ans avant Game of Thrones, les Hightower peuvent se prendre 10 pelles pendant 100 ans et au final, au bout de 100 ans, revenir. Donc on sait, et vraiment, je trouve que le setup de cette histoire est extrêmement réussi. Et puis après, pour rentrer dans l'histoire, franchement, la scène de la veillée funèbre, c'est une scène qui serait extrêmement banale ou manquerait de rythme, mais on est déjà intéressé à ces personnages. On sait déjà que quand la reine regarde Larys, on sait déjà tout le poids que ça peut avoir. Quand Viserys regarde Daemon, on sait tout le poids que ça peut avoir. Quand on voit les 2 filles de Daemon qui prennent la main du fils de Rhaenyra, c'est pareil, on voit les implications que peuvent avoir ces enfants qui redeviendraient amis.
Puis cette scène d'ailleurs où on découvre que Aegon et sa sœur sont promis et tu te dis vraiment les Targaryens sont tous des fous. Enfin c'est d'autres mœurs hein, comme on dit dans le Nord. C'est d'autres mœurs. Et on salue Caire de Dunkerque. Mais le truc c'est vraiment cette série elle est extrêmement solide parce que même dans les moments où il ne se passe pas grand-chose, le travail des personnages est tellement bien fait que du coup, on ne voit pas le temps passer. Et à côté de ça, parce que cet épisode, on pourrait dire, ah, c'est un huis clos et tout, on en avait parlé dans la vidéo preview, on avait dit que ça serait sans doute un huis clos. Et au final, ce huis clos, il est agrémenté d'une scène comme ça, avec le dragon, qui est... Enfin, cette scène d'envol du dragon qui est, je trouve, extrêmement bien réussie, avec la musique qui est pas présente. Hein. Ils ont peur d'utiliser cette musique, il faut qu'ils se débrident. Hein. Faut qu'ils se disent, voilà, on met la petite chemise, on va sortir, on va faire la fête. La musique, on la met pump it up. Parce que là, franchement, cette musique, elle est toujours un peu sous-mixée en dessous. Là, c'est un moment d'un envol d'un dragon. C'est la musique qui doit donner la dimension à l'image. Et là, je trouve que ça manque. Mais du coup, ce vol la nuit, cette scène où, avec la musique de. En plus, ils utilisent le thème de House of Dragon, Game of Thrones, où on ne sait jamais sur quelle note ça va finir. Si ça va finir vers la note qui va terminer vers un drame, et est-ce que l'enfant va terminer dans l'eau et le dragon va le croquer sur le chemin, ou au contraire, est-ce que ça va être un vol réussi et évidemment, à ce moment-là, on a la création d'un personnage, c'est-à-dire que on a cet enfant qui est celui qui est... J'ai toujours un problème sur le mot bully, qui est harcelé. Harcelé, ouais. Qui est harcelé comme ça avec ses petits frères et sœurs et cousins. Et le truc, c'est que là, maintenant, c'est lui qui a le plus gros dragon de ses descendants. Il y a vraiment ce moment magique et qui, à la manière d'un Game of Thrones, se transforme tout de suite en horreur, en combat entre ses cousins, ces scènes violentes entre enfants. Et du coup, vraiment, c'est moi ce qui vraiment me scie le plus, c'est que House of the Dragon, c'est un spin-off de commande. C'est un spin-off de commande. Il y a HBO qui a dit oh là là, il nous faut, on veut gagner du pognon. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une suite. Qu'est-ce qui marche? House of the Dragon, les dragons là, Game of Thrones. On fait House of the Dragon là. Tu me mets les dragons en gros et au final, les financiers qui ont mis l'argent sur la table, ils l'ont fait. C'est des grosses ficelles comme c'est pas permis. Et pour autant, c'est une vraie œuvre. Il y a une vraie narration. C'est la série que je préfère regarder chaque semaine. C'est un vrai plaisir au réveil le lundi matin de me dire que pendant mon petit déjeuner, je vais pouvoir regarder ça. Quel bonheur de pouvoir avoir ce House of the Dragon chaque semaine. Voilà. Mention pas spéciale pour le trailer, pour le générique que je trouve très médiocre. Mais bon, on peut peut-être pas tout avoir. Après tout, on a déjà la musique. C'est déjà ça. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce que je viens de dire, K? Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Bon, après, moi, le générique, j'aime bien. Je suis d'accord sur le fait que... Parce que t'aimes bien le sang. Non, mais il y a toute une symbolique dans le générique, mais en plus, il évolue. Mais là où je suis un peu déçu pour l'instant, c'est la musique. Et t'en parlais, mais tu vois, par exemple, The Rings of Power, ils ont sorti la BO direct sur Spotify. Du coup, bah, moi, je l'ai écouté. Et il y a des thèmes que voilà, je connais. Donc, du coup, c'est plaisant de découvrir des nouveaux épisodes de The Rings of Power avec la musique que tu as en tête. Sur House of the Dragon, ça arrive aussi, puisqu'ils reprennent des thèmes de GOT. Donc, comme j'écoute la musique de GOT et je la connais par cœur, il n'y a pas de problème. Mais pour ce qui est de vraiment House of the Dragon, à part le seul morceau qu'a sorti Ramin Djawadi officiellement en ligne, The Est-ce Prince que of machin chose, il n'y a pas pour l'instant de morceaux vraiment dans cette saison qui m'ont autant enjoué que dans les saisons de GOT, et j'espère qu'on les aura par la suite. donc quelque part, tu es en train de dire que tu préfères
les Anneaux de Pouvoir à House of the Dragon. Pas du tout. Sur parlais juste Spotify. vraiment Mais, je parle vraiment de la musique. Non, non, mais même sur Spotify. Pour être très honnête, la BO que j'écoute le plus en ce moment sur Spotify, c'est For All Mankind. Mais Donc Amazon. Donc les Anneaux de Pouvoir. non, Apple. Non, Apple, c'est vrai, Apple. t'as raison en plus. Donc ton argument tombe à l'eau. Ouais. Non, Je mais voilà, t'aurais je un trouvais un jour. peu dommage que House of the Dragon musicalement soit aussi effacé, notamment en termes d'écoute en ligne. Ils avaient su dans les saisons précédentes, alors ils sortaient la version de toute la saison à la fin, mais tu vois, par exemple, dès qu'on a eu The Light of Seven, on a eu le morceau des gens même, on a eu le morceau aussi de The Night King, tout ça. Enfin, là, on a eu le morceau qui était dans le générique, je crois que c'était l'épisode d'avant, qui est sorti tout de suite, peut-être même un peu avant, ouais, avant la diffusion de la série. Mais là, depuis, c'est très calme, c'est un peu dommage. Musicalement, je trouve que GOT, le boulot de Jawadi, c'est très très important. Ça joue beaucoup dans la réussite de la série. Bon, pour l'instant, elle reste très réussie, donc voilà. Je te laisse le mot de la fin, mon cher Greg. Tu l'as bien mérité. En fait, le problème quand on est sur un House of the Dragon, à chaque fois j'ai envie de dire Dracarys à chaque épisode. Mais le mot de Ouais. la fin, bah tiens, le mot de la fin, ça va être strong. Et pourquoi? C'est parce que remarquez qu'en anglais, quand dans les Game of Thrones, il y a en fait donc la main qui ne sera plus, parce que je veux pas complètement spoiler, les gens qui n'ont pas encore regardé Game of Thrones, s'il y en a encore, mais à un moment on dit la graine est forte, le seed is strong en anglais. Et je me suis demandé, en sachant à quel point George R. R. Martin aime bien jouer avec les mots et revenir de l'un à l'autre, je me demande si le fait que là, les enfants soient bruns et que le père soit littéralement, son nom, ce soit Strong, ce qui donc veut dire c'est les seeds, c'est les graines de Strong, si George R. R. Martin s'est pas amusé avec ça et que c'est pas pour ça que pour faire ce petit clin d'œil de mot à mot, que George R. R. Martin a appelé le père des enfants de Rhaenyra Strong. Voilà. Des bisous à tous, on se retrouve bientôt. Ciao ciao.